Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce Twitter Space Hebdo. Salut Bastien, ça fait plaisir de te voir là, Babas. Salut Fab, salut Chris, salut sans oreillette et évidemment salut Tib, bienvenue. Salut Brice, ça va? Écoute, j'ai hâte d'entendre tes analyses sur ce qui s'est passé la semaine passée. Oula, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Salut à Doc Lulu également qui nous a rejoint. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont passées, qui sont déroulées. La fin des classiques de printemps, Tib, juste avant de débuter, c'est quoi un petit peu ton ressenti sur on va dire ces 2 gros mois, ce gros mois et demi de classiques, d'abord flandrienne, ensuite ardennaise, qui sont déroulés. Oh, bah, on a eu, comment dire, un schéma qui s'est répété, le même que l'année dernière, avec des petites accentuations. On a forcément une Jumbo qui a pris le relais des Soudal Quickstep et un Remco qui est de nouveau le sauveur des hommes de Patrick Lefevere, car sinon leur printemps a été totalement euh, catastrophique. Heureusement, le prodige belge est là pour redresser le niveau et remettre un peu de baume au cœur du côté de Patrick Lefevere. Mais sinon, on a eu un printemps quand même marqué par de très fortes individualités et que des os à ronger. Ouais, effectivement, que des os à ronger, mais oui, la Sodal Quickstep est un petit peu sauvée par Remco, idem qu'en 2022, pardon. Vélo futé Titouan qu'on va accueillir également. Salut Titouan et puis James. Alors ce sera Salut. très intéressant parce que James était présent à Liège, donc on pourra avoir un petit peu l'immersion de ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu ressentir sur place. Titouan, juste avant de débuter, déjà bienvenue. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé sur le Twitter Space. Euh, Avant d'aborder les top flops, je tenais à te dire mon premier top, c'est le petit logo en mode Giro en rose. Écoute, c'est fabuleux. Ça passe vraiment très bien. Donc bravo pour ça. Ça a claqué aux yeux ce week-end. C'est assez chouette. Merci, ça fait plaisir. Et c'est le but, hein, de se mettre aux couleurs du Giro pour être prêt pour l'événement du mois de mai, hein, le premier grand tour de la saison. Est-ce que la démonstration hier de Remco Evenepoel te donne d'autant plus envie d'aller regarder ce Giro et vivre ce Giro? Non, parce que j'étais déjà emballé à l'idée de voir le duel entre Roglic et Evenepoel. Donc voilà, ça fait juste que confirmer mon emballement, mais je n'ai pas plus d'excitation qu'avant la Liège-Bastogne-Liège. Ok, bienvenue Titouan. On sait que t'es en Titouan, petite. Titouan, hein, pour Ouais, info, Titouan. mais Titouan, voilà, Titouan. Voilà, C'est mieux comme magnifique. ça. Ouais, putain, ma langue fourche. Hésite pas à me reprendre. Merci beaucoup Titouan. Ma langue fourche. Titouan qui doit aller à 20 heures au foot. Donc on essaiera de tenir dans le timing imparti. Pour débuter ce Twitter Space, effectivement, on va revenir rapidement sur la Flèche Wallonne. Je vous proposerai de passer assez rapidement là-dessus pour faire un petit focus sur Liège-Bastogne-Liège. Et si on a un petit peu le temps de revenir sur le Tour des Alpes qui s'est déroulé juste à côté de nos frontières françaises. Mais avant toute chose, le petit top flop traditionnel pour lancer le Space. Également, si on peut aller assez vite dessus pour ensuite avoir pas mal de temps pour bien élaborer et discuter un petit peu de tous les sujets. Peu importe, Titouan, si tu veux débuter, tes tops, tes flops, et on enchaînera avec la type juste derrière. Ouais, bah mon premier top, c'est évidemment Ben Hailey, qui a été tout à fait surprenant. Podium sur l'Amstel, podium sur ah non, enfin quatrième au pied du podium sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà, il est remarquable, hein, 22 ans seulement. Il a vraiment explosé en fin de mois de mars, début avril, et voilà, il se révèle comme un futur et déjà dans le présent un maillon fort des classiques ardennaises. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Mon autre top, attends, je regarde, j'ai un petit trou sur ce que j'avais dit. Evenepoel, évidemment, parce que comment pas citer Evenepoel vu sa démonstration. Alors évidemment, on n'a pas eu l'affrontement avec Pogacar, mais voilà, Remco a été au top de A à Z sur ce Liège-Bastogne-Liège, qu'il a couru parfaitement, stratégiquement, et puis il avait aussi les jambes, donc voilà, tout était facile pour lui. Le troisième, ce sera Leonard Kamna. Pourquoi Leonard Kamna? Parce que déjà, chez Vélofuté, on l'aime beaucoup. Parce qu'ensuite, il a fait une grosse démonstration. Il a été très intelligent une nouvelle fois tactiquement pour remporter l'étape reine du Tour des Alpes.
Et il a surpris Cepeda, il a utilisé même Cepeda avec l'excuse de Vlasov derrière lui. Il finit 6e au général et il aurait fini devant Vlasov. Donc voilà, c'est même peut-être une indication intéressante pour le Giro. Vlasov sera probablement prêt pour le Giro, mais Kamna aussi. Et avec les premiers chronos à venir dans la première semaine, je ne serais pas étonné qu'en fin de première semaine, ce soit Kamna qui soit devant Vlasov. Au niveau des flops, j'en ai que 2. Je vais citer le premier flop, c'est les Ardennaises. J'ai trouvé ça un petit peu décevant. Voilà, le scénario a été écrit dès le départ, que ce soit sur l'Amstel, que ce soit sur la Flèche ou Liège, avec cette chute de Pogacar. Pas de suspense. Donc voilà, très déçu de ça. Et enfin, pour terminer, je voulais citer Geraint Thomas sur le Tour des Alpes, parce que même s'il n'était pas annoncé leader, il a été décevant sur ce Tour des Alpes. Il n'était pas au top. Je ne l'ai pas trouvé fort. Et à 2 semaines du Giro, ça devient inquiétant. Toi, Geraint Thomas, tu l'as trouvé du coup plutôt inquiétant dans ses dispositions qu'il a montrées sur le Tour d'Italie. Rien à voir sur le Tour des Alpes. Pas inquiétant, mais en tout cas pas rassurant. Voilà, je trouve qu'il est encore loin d'un niveau satisfaisant. Que Geraint Thomas soit pas au rendez-vous sur les courses de préparation, c'est souvent le cas. Donc quand il n'était pas bon en début d'année, je paniquais pas. Maintenant, à 2 semaines du Giro, ça commence à être faible. On verra, mais j'ai du mal à imaginer un gros Geraint Thomas en première semaine. L'avantage, c'est que le parcours en première semaine, l'avantage avec des chronos et pas vraiment de grosses étapes. Donc voilà, s'il passe bien cette semaine sans prendre trop de temps, il aura le temps de monter en régime, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus le Geraint Thomas de l'an dernier, quoi. Mais en tous les cas, je te suis sur les classiques ardennaises. Je partage absolument le même avis que toi. Ça n'a pas été hyper folichon également de mon côté. Et c'est vraiment cool d'avoir un coureur comme Kemna que vous suivez avec Velo Futé depuis plusieurs saisons. Et on en avait déjà parlé des interviews que vous avez réalisées avec lui. Et je trouve ça cool d'avoir un petit coureur poulain qui en plus marche et chaque année arrive à choper des victoires, notamment au forceps. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est notre poulain, d'autant plus que, en fait, pour la petite histoire, quand on a lancé Velo Futé en 2020, donc on a obtenu une interview de lui à l'époque pour le début du Tour de France, et puis on avait pronostiqué qu'il allait gagner une étape avec Kragh Andersen et Marc Hirschi. Les 3 ayant gagné une étape sur le Tour de France depuis, ce sont un peu nos poulains. Surtout que les 3, on a pu les interviewer. Donc vous leur portez chance. Et d'ailleurs, tu parlais de 2020 pour le lancement de Velo Futé. Il y a eu un anniversaire la semaine passée où il y a 10 jours, c'est ça? Un anniversaire, oui. Disons que c'est ce jour-là qu'on a décidé de lancer Velo Futé. Voilà. Après, on a eu 2 mois. On a eu 2 mois en fait de réflexion, de travail pour créer le site internet, préparer les premiers articles pour qu'ils soient prêts à la sortie du site. 2-3 mois, voilà. Mais c'est ce jour-là qu'on a décidé de lancer ça avec Romain. Eh ben, bravo. Et vous en êtes d'être devenu un petit média incontournable sur Twitter et notamment sur Internet. Donc bravo pour tout le taf parcouru jusqu'à présent. Merci. Notez pour tes top flops, Thib. À toi, je pense que ça va être aussi un petit peu éclectique comme chaque semaine. On a hâte d'entendre les floppies et les topies de ton côté. Ouais, tu me connais maintenant. Au niveau des tops, allez, on va partir du fond et aller vers la première place. Moi, en 3e, je mettrais cette mixité qu'on a vue sur les podiums protocolaires. James nous le dira si c'est une volonté des équipes ou des organisateurs. Je pense peut-être plus sur l'organisateur. Mais chaque équipe a présenté un peu ses entités, masculines comme féminines, simultanément. Et on sait que si le tour, lui, démarre féminin à la clôture du tour masculin pour profiter un peu de l'aura médiatique de son aîné, moi j'ai particulièrement aimé cette simultanéité qui était bienvenue. Elle a été appréciée des suiveurs, sans doute aimée des spectateurs, et j'espère que ce sera renouvelé sur les autres épreuves où féminines comme coureurs masculins courront ensemble le même jour pour mettre un peu plus en lumière ces femmes qui le méritent un peu tant. En 2e position, ce sera évidemment Remco Evenepoel. Certains diront oui, mais sans Pogacar, il était le grand favori. Mais oui, faut savoir s'adapter et y répondre. La Soudal Quick-Step s'est pas laissé démonter et Remco a une nouvelle fois été le sauveur un peu rédempteur de cette Soudal Quick-Step. Donc forcément, j'étais obligé de le citer, mais pas en première position parce que la première position elle va sur un effectif qui est véritablement sur un nuage. Hugh Carty, 2e du G7 du Tour des Alpes, Jefferson Cepeda, offensif
impétent, et un Simon Kerr baroudeur, vainqueur incisif, avec évidemment Ben Neely qui ne cesse d'épater sur les Ardennaises. Donc les IF sont sur un nuage, et le collectif de Voiters a de belles choses à montrer avant le Giro d'Italia, où elle s'affiche avec de très belles ambitions, et notamment avec Benelli qui viendra pour glaner une étape, et on a hâte de le voir. Bon, faudra corriger un peu ses défauts et ses points faibles. Bien qu'il ait beaucoup de qualité, ses points faibles lui font énormément défaut. On l'a vu, il ne court pas à l'économie, et il a évidemment un manque de vitesse au sprint où il faudra qu'il s'impose en solitaire. C'est ça un petit peu les défauts que tu montrerais ou que tu pointerais du doigt chez Benili. C'est un petit peu ce coureur qui donne vraiment tout, qui en garde pas sur la pédale et qui est très volontaire dans l'effort. Ouais, c'est ça, mais c'est la fougue de la jeunesse, hein. À la Philippe a été un peu pareil, il faut savoir se canaliser et courir Il a peut-être un 22 peu ans, hein, plus à Benili. l'économie. C'est vrai qu'il a Ouais, c'est 22 ans. ça. Donc l'expérience fera qu'il se calmera un peu et que ses attaques seront un peu plus incisives. On le voit aussi un peu avec l'image de Lennart Kemna, qui avait tendance aussi à courir un peu comme un chien fou et qui est peut-être un peu plus mesuré dans ses efforts, et ça en devient un vrai monstre. Donc ça, c'était pour les tops, du coup. La mixité, Remco Evenepoel, pardon, et les IF avec notamment la mention de Benili. Et les petits floppies pour toi, assez nombreux ou pas cette semaine? J'ai eu du mal à les établir, mais j'en ai mis quelques-uns. Troisième, ce sera un peu à l'image de la semaine dernière. On a eu des événements, des courses World Tour qui ont un peu capté l'attention, et des courses d'une semaine qui ont été bien fades. Et le Tour des Alpes, lui aussi, l'a été, avec des leaders qui n'ont pas vraiment saisi les occasions qui leur étaient données sur les deux dernières étapes. Ils ont rien tenté. Bon, peut-être un peu bloqué par le rouleau compresseur des Ineos Grenadiers. Bon, ça nous rappelle un peu leur stature passée, mais c'est quand même décevant de voir aucune action sur cette dernière étape, cette dernière montée dans le peloton des leaders, où avec un GC si rapproché, pourquoi ne rien avoir tenté? Et en fait, la course s'est jouée, et elle n'avait que d'intérêt sur les échappées. La deuxième, bon si on dit gloire à nos féminines et à ce peloton de coureuses si courageuses, j'ai peut-être un peu mal sur le traitement. On voit un cyclisme féminin qui évolue, qui se transforme, qui est de plus en plus suivi, mais est-ce que c'est vraiment acceptable que les coureuses se lèvent à 5h, 5h30 du Ouais, mat c'est pour vrai aller que c'est courir assez si fou tôt? ça. C'est assez fou. C'est assez fou. J'ai une pointe d'amertume de ce côté-là. Et la première, ouais, j'ai hésité entre ce global des Ardennaises qui était décevante, mais on pouvait s'y attendre. Les Flandriennes sont toujours mieux que les Ardennaises, et là, sans deux gros monstres, avec une surdomination de Tadej Pogačar, est-ce que je pouvais m'attendre à ce que ces courses soient vraiment excitantes? Pas vraiment. Donc du coup, je l'ai mis à la gestion de Godu face à la maladie et des Groupama FDJ. On sait, David Godu est victime d'allergies. En Belgique, c'était violet du côté des allergies. On l'a senti déjà fortement diminué sur la Flèche Wallonne. Et quand tu entends son interview pré-course, où tu sens que ce sera une vraie galère, pourquoi l'avoir aligné? Tu sais que tu mets un peu à mal son organisme, et ça aurait été peut-être mieux de le mettre au repos et d'envoyer quelqu'un d'autre. Vous avez des éléments de réponse, que ce soit toi, Thib, ou même Titouan. Pourquoi est-ce qu'on a la Groupama FDJ a envoyé David Godu? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Est-ce que c'était pour avoir un effectif au complet? C'est quoi un petit peu? Moi, j'en ai aucune idée, hein. Je comprends pas bien ce choix-là. Je vais pas critiquer parce que je suis pas dans les coulisses, mais c'est vrai que de l'extérieur, on comprend pas trop pourquoi on envoie comme ça Godu un peu au casse-pipe, sachant qu'il a pas pu participer, enfin pas pu faire les deux autres, quoi. C'est un peu étrange. Tip, tu avais mentionné du coup la mixité sur les podiums pour la présentation des équipes sur le départ de Liège-Bastogne-Liège, et effectivement les courses féminines qui généralement démarrent très très tôt. Donc c'est vrai que pour gérer pour le sommeil, les organismes, etc., ça doit être assez particulier. Pour être intéressant d'avoir l'avis de James qui était du coup sur place et qui potentiellement peut avoir des petits éléments de réponse, des éléments de précision par rapport à ces éléments-là. Salut James, bienvenue. Bonsoir à T'as la forme tous. James? Oui, oui, j'ai bien récupéré. Ça va, ça va. J'ai dû me lever enfin,
pratiquement comme les coureuses hier parce que j'ai dû aller à Bastogne couvrir le départ pour faire les interviews au départ. Ça a piqué, hein. Ça a piqué. Alors je peux pas imaginer pour les coureuses, ça doit être encore pire parce que bon, en soi, pour moi, c'est plus simple, hein. Je tends mon micro et c'est fini, mais il faut quand même se lever de bonne heure. Non, Mais t'as un ressenti par rapport à c'est ça? Est-ce que les coureuses, ouais, ou en tous les cas le milieu du ouais. cyclisme féminin, se positionne par rapport à Ah ça? ben, complètement. J'en ai parlé avec un directeur sportif qui me disait, qui m'a confié que ça, c'était pas possible, que ça avait déjà été transmis au CPA, hein, donc le syndicat des coureurs, pour que l'année prochaine, ça change, parce que cette situation n'est pas acceptable pour les coureuses, tout simplement. Voilà. Donc, ça bouge. Euh, voilà, ça, c'est un grand mécontentement et donc c'est déjà entre les mains du CPA qui va faire donc essayer de relayer ça au niveau de l'UCI, d'ASO pour que l'année prochaine on ait un horaire de départ un peu Ok, plus donc adapté. potentiellement l'année prochaine, on aura peut-être un départ de course concernant les filles un petit peu plus adapté et beaucoup moins matinal, quoi. C'est ça, on va On va essayer en essayer, tout ouais, cas. effectivement, effectivement. Et par rapport à la mixité, comme le présentait Tip sur les podiums, Oui. quelque chose qui a été particulièrement bien vu, c'est audacieux, c'est sympa et ça a l'air de fonctionner, quoi. Ah bah oui, c'est photogénique, hein. En plus, les photos sont belles, donc non, c'est une volonté d'ASO de faire ça. Voilà, pourquoi se priver alors que les équipes portent à peu de choses près le même nom. Non, ça donne des belles photos, ça donne bien, c'est dans l'air du temps. Ça fait aussi en sorte que la présentation ne dure pas des heures, hein. Donc on fait passer une équipe en une fois, on gagne, on gagne voilà, on en a deux pour le prix d'un, donc ça c'est bien. Un petit peu désorganisé à certains moments parce qu'on a tout un afflux de coureurs et de coureuses qui arrivent au même moment, donc c'est difficile de vraiment s'organiser correctement, mais à part ça, non, voilà, c'est une volonté d'ASO et c'est bien, c'est bien. Bon, bah, merci James pour ces petits insights et ça va être intéressant tout au long de ce space d'aller voir un petit peu tes ressentis, ce que tu as pu percevoir, est-ce que tu as pu voir sur place. Pour avancer un petit peu dans le space, je vous propose d'avancer d'abord rapidement sur la Flèche Wallonne qui a eu lieu mercredi dernier avec la victoire. Bah, on l'attendait, un Titouan, un déroulé sans accroc. Voilà, on l'attendait. L'équipe de Tadej Pogacar a contrôlé, a cadenassé un petit peu la course. Bref, il a lancé aux 250 mètres ou 200 mètres de mémoire. Bon, il a gagné zéro surprise. C'était comme si tout était écrit en avance. Bref, ça a déroulé, quoi. Oui, c'est vrai que le charme de la Flèche Wallonne, c'est souvent d'avoir ce suspense final, mais c'est vrai que régulièrement, on a peu de suspense. Pendant des années, Valverde a tout dominé. On savait pendant 3 ans d'affilée que Valverde allait gagner au pied et ça se passait pareil. Et cette fois-ci, ben, c'était au tour de Pogacar et Pogacar l'a joué exactement comme Valverde les 4 fois où il a gagné, c'est-à-dire qu'il s'est mis en tête juste avant le virage, il a contrôlé, il a répondu à l'attaque de Bardet comme ça avait été à l'époque pour Gaudu et ensuite il a juste eu le temps de déboîter à 100 mètres, 150 mètres voilà, pour régler le sprint. Personne n'a pu le suivre, personne n'avait le punch pour le suivre, personne n'avait le niveau de fraîcheur pour le suivre. Voilà, quand on voit que Mikel Landa finit 3e, alors que c'est quand même un des coureurs qui a le moins de punch, c'est un excellent coureur, un super coureur, hein. Il était capable de faire top 5, top 10 sans problème, mais c'est vrai que le voir 3e sur le podium avec si peu d'explosivité, c'est vrai que c'est là qu'on se dit qu'il manque quand même des gros punchers qui pouvaient être là les autres années, comme c'était le cas de Dan Martin, comme c'était le cas d'Alaphilippe, comme c'était le cas de Valverde. Là, c'est vrai que Pogacar, il a gagné, mais voilà, c'est décevant. Maintenant, son temps est excellent, hein, 2,46, c'est un très bon temps de montée, donc ça veut dire que c'est monté vite, ça veut dire que même s'il y avait une grosse concurrence, il aurait quand même pu gagner. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce duel, ou c'est dommage qu'il n'y ait pas eu match. Mais quand on entend un petit peu ton propos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, qui va pouvoir le concurrencer sur les 2-3 prochaines saisons? Bah, il peut y avoir Roglic. Roglic, s'il décide de s'y aligner, Roglic a tout à fait les capacités de le faire. Alaphilippe, je ne sais pas s'il est fini définitivement ou pas, mais sur le papier, Alaphilippe pourrait être là. Un Ben Eli va progresser. Je pense qu'il a les capacités un jour d'être bon sur ce genre d'épreuve. Un Valverde qui revient de la retraite. Non,
Cette année, il aurait peut-être pu faire le podium. Mais Est-ce qu'on pourrait parier pour voilà. ça? On pourrait peut-être parier pour ça, hein. Ça aurait pu le faire. Non. Ah oui, cette année, je pense que ça aurait pu être le faire comme c'était le cas l'année dernière, à peu de choses près. À mon avis, il avait toujours les jambes. Mais bon, il n'est pas là, donc le débat n'a pas lieu d'être. Je pense que voilà, il y a des coureurs qui sont capables de rivaliser avec lui. Même Evenepoel, hein, sur ce type d'ascension, il peut très bien être très explosif et venir le concurrencer, surtout s'il démarre peut-être plus tôt. Voilà, il a une grosse résistance, donc il est capable de tenir peut-être un peu plus longtemps. Donc voilà, il y a des coureurs qui sont capables de rivaliser avec Pogacar sur cette ascension. Maintenant, il faut qu'il soit là. Mais c'est vrai que le pas voir Roglic, c'était vraiment décevant. Même Vingegaard, hein. Vingegaard, il a quand même un petit peu d'explosivité, donc sur ce genre d'ascension, il pourrait aussi être très bon. Thib, on avait parlé la semaine dernière de démarrer plus tôt, c'est-à-dire que la course, la Flèche Wallonne se décante un tout petit peu plus tôt et pas forcément qu'elle ne se résumerait pas forcément à juste une course de côte. Bon, le démarrer plus tôt, on a très vite compris que ça allait pas être le cas, vu la vitesse à laquelle roulait l'UAE Team Emirates dans les petites difficultés qui se présentaient avant le mur de 8. Ouais, mais non, mais on le disait que de toute façon, dans tous les cas, ce serait plus du fantasme qu'autre chose et que, bah, malheureusement, ou heureusement pour certains, la Flèche Wallonne, se résume à une course de côte traditionnelle et c'est désormais, intangible, hein. Maintenant, si tu veux un peu bousculer, c'est surtout dans l'anticipation un peu, du mur, du virage Créquillon, mais sinon, ça reste un schéma de course assez traditionnel. On aurait pu penser peut-être un peu plus écrémé, avec un peloton un peu moins fourni, mais pour le coup, bah, Tadej Pogacar a répondu au rendez-vous malgré, oui, un plateau de punchers bien maigre. On le sait, il y a toujours eu des punchers, mais j'ai l'impression aussi que sur ces, allez, 3-4 dernières années, on est sur une génération de super punchers avec pas mal de coureurs présents. Et je me demande même si tu vois, un Mathieu Van Der Poel, on l'a pas cité, mais ça peut aussi être un objectif en soi et quelque chose où il va briller. On a oublié de citer Benoît Cosnefroy, mais il y a plein de coureurs qui auraient pu s'illustrer. La gestion a été parfaite, elle était maîtrisée et bon, bah, il a répondu au rendez-vous, hein. C'est vrai que par rapport à Mathieu Van Der Poel, on peut se poser la question, même si les pourcentages effectivement sont pas les mêmes. Mais si on se rappelle le démarrage qu'il a fait face à Julien Lafilippe Bon, c'était quasi sur la les même Strade chose, hein. Bianche, c'était d'une violence folle et ça peut, c'est typiquement un effort qui peut lui convenir sur une arrivée au sommet du mur de 8. Carrément, ouais. Carrément. Le seul truc, c'est peut-être la longueur, le fait qu'il se soit aussi long, la répétition, qu'il y ait autant de côtes dans le final qui peut émettre un doute. Mais encore, il a réussi à faire, je crois, top 10 de Liège-Bastogne-Liège. Donc, quand on fait top 10 de Liège-Bastogne-Liège, normalement, on est capable d'être présent dans le final de la flèche. Et à partir du moment où il est présent en bas, Van Der Poel, vu la démonstration qu'il avait faite sur les gros pourcentages, que ce soit au Ronde ou au Strade Bianche, quand il avait fait son démarrage explosif, Ouais, là, à qui avait tout Sienne, pété. c'était absolument magnifique à voir. Voilà, donc une accélération comme ça, Pogacar, je suis pas sûr qu'il puisse le suivre non plus. En tout cas sur quelques mètres. Après, peut-être que voilà, avec sa résistance et sa capacité, il est capable de revenir. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le peloton qui ait une aussi grosse explosivité que Mathieu Van Der Poel. James, juste avant qu'on aille vers la Flèche Wallonne, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, pardon, est-ce que tu avais un petit mot, une petite précision, une info à ajouter par rapport à la Flèche Wallonne? Je ne sais pas si tu étais sur place, mais est-ce que tu auras un petit commentaire par rapport à la course de mercredi dernier? J'y étais, oui. Non, ce qui m'a surtout frappé, c'est cette absence. Enfin, mais ça va faire le lien avec la course de dimanche. En fait, c'est ce sentiment en fait qui existe dans le peloton, c'est cette résignation en fait quasiment collective face à Poggi. La Flèche Wallonne, c'est un exemple criant. Il a même pas été bousculé, on l'a même pas chatouillé pour le positionnement, etc. Alors oui, à la régulière, il est le plus fort, tout ce que vous voulez dans le mur, c'est sûr, il n'y a pas de discussion. Mais il y a même plus de révolte. Il s'est accepté, c'est un fait. Voilà, c'est un champion et il gagne. Il est au-dessus, il est deux jambes au-dessus. J'ai fait un papier là-dessus, d'ailleurs, pour préfacer Liège. Mais c'est vraiment acté dans le peloton. Et donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est ça, en fait, aussi qui cause peut-être chez certains l'ennui durant ces Ardennaises. C'est à cause,
entre autres, de ce sentiment-là qui habite les coureurs. Ils partent perdants, en fait. Et donc, ils ont plus. Alors, c'est vrai que Traknik a essayé, mais bon, c'était peine perdue tout seul à Liège. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça reste Liège. Je ne peux pas partir à 90 km de l'arrivée et espérer surprendre comme ça. C'est pas possible. Mais non, vraiment, par rapport à la Flèche et à Liège, c'est ça qui est marquant. Je retiens surtout ça par rapport à ce qu'on a vu, Poggi, Remco qui ont été au-dessus. Mais c'est les autres qui sont complètement, voilà, ils sont, je vais pas dire dépressifs, mais c'est quand même, voilà, et c'est accepté, c'est comme ça. Quels sont les leviers pour changer un petit peu tout ça? Est-ce que c'est le discours des directeurs sportifs ou est-ce que c'est le fait de voir un jour, que ce soit Remco ou Pogacar, un jour se prendre une petite claque, perdre, parce qu'on peut imaginer qu'ils vont pas tout le temps gagner. Qu'est-ce qui pourrait être, quels pourraient être les leviers pour changer cette philosophie et cette manière de penser, James? Les faire perdre, tout simplement un jour que voilà, il faudrait juste que la roue tourne un petit peu parce que avant d'arriver ici, j'ai quand même regardé les différents vainqueurs au niveau World Tour. Il n'y a pas une grande diversité de noms, ça tourne toujours autour des mêmes, sauf en Australie, mais bon, ça c'est pas voilà, ça va faire c'est pas la même chose là-bas, mais voilà, ça tourne toujours autour des mêmes coureurs et il faudrait vraiment que quelqu'un arrive à jouer voilà, à être le plus malin. Parce qu'au niveau voilà, en un contre un, c'est peine perdue. Il y a il y a Poggi, Remco, voilà, ils luttent dans une division à part, mais il faudrait quelqu'un qui arrive vraiment à les battre vraiment avec la tête, parce qu'avec les jambes, bon, c'est chaud. Et c'est ça qui redonnerait peut-être un peu d'espoir, je pense, à la concurrence, vraiment les battre sur leur terrain de prédilection. Si Remco avait été battu par quelqu'un d'autre hier, après l'abandon de Pogacar, ça aurait fait du bien, je pense, à l'ensemble du peloton. Mais qu'est-ce que vous voulez même Pidcock, qui incarne presque l'espoir de la concurrence, qui est quand même un talent aussi, hein, un petit phénomène. Il se fait ridiculiser dans le sommet de la côte j'ai oublié le nom, là, Cornémont. Voilà, Cornémont. La manière dont il se fait déposer, c'est ridicule. Après, Pitcock n'était pas au top. Pardon? Pitcock n'était pas au top. Oui, mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et ça nous donne une image invraisemblable. On imagine, enfin, c'est quand même Pidcock qui se fait déposer presque comme un débutant dans cette côte. Il tente même pas de réagir, il prend son bidon, il accepte tout de suite, il se range tout de suite. C'est une image. Il a explosé. Il a explosé. Il a explosé sur le coup. Il s'est mis dans le rouge avant. Ah oui, mais l'image en fait que ça donne, c'est ça qui est terrible en fait. Oui, parce bien sûr. C'est une image, c'est marquant et derrière il se refait un peu la cerise et heureusement il sauve à merveille sa course. Il a bien géré ses efforts. Hein, voilà, quelqu'un qui a utilisé sa tête hier, il a bien compris que ça servait à rien. Voilà, il y a eu un effort de trop. Sinon, il était fort. Hein. S'il n'y avait pas Remco, voilà, Pidcock aurait pu la gagner. Mais bon, voilà, il y avait un extraterrestre en face et Remco, il n'y avait rien à faire. J'étais dans la redoute au moment où il passe à côté de moi. Ça allait vite. Ça allait vite, James. Mais c'était même pas question d'aller vite. Oui, bien sûr, ça allait vite, mais l'impression de facilité, il y avait aucun rictus de douleur sur sa tronche, tandis que les autres à bloc derrière, tu vois bien les masques. James, t'aimes bien? Il y a rien. T'aimes bien Remco ou pas? Il se passe rien. T'aimes bien Remco Evenepoel ou pas? Je suis pas dans j'aime ou j'aime pas. Moi, j'essaie d'analyser voilà. Je n'ai pas de. T'as pas de préférence. T'as pas de préférence. Ouais, non, je suis pas dans j'aime ou j'aime pas. J'essaie d'analyser les faits tels qu'ils sont. J'essaie d'analyser. Voilà. C'est tout. C'est simplement, moi, je vois un gars, il y a rien qui se passe sur sa tronche, il y a aucune douleur, il est à l'entraînement, tandis que les autres, ils sont en souffrance dans la redoute. Hein, on parle de la redoute. Là, tu te dis aux gens qui m'accompagnaient, il n'y a pas de suspense, les gars, il va les aligner. Et il était comment, Van Willer, dans la redoute? Parce qu'il a été impressionnant, lui. Hein. Ouais, impressionnant. Mais il s'arrache.
le mec, il donne sa vie dans la côte de la Redoute. Je me dis, Ouais, pas voilà, tant que il ça, donne. parce qu'il finit dans le groupe derrière, quand Ah ouais, même. mais c'est ça je pense que c'est un des coureurs qui hier est le plus épatant. Le plus fort, ouais, Euh, un des plus forts. ouais, ouais, si, bon, imaginons qu'il puisse jouer sa carte. Je dis pas qu'il aurait gagné parce que bon, voilà, Non, mais il top joue 10, sur. il rentrait dans le Mais top 10 ah facilement. oui, 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 mais hier mais il était violent parce que l'effort hyper violent qu'il fait dans la Redoute, on voit, il s'arrache, etc. Normalement, tout On explose coéquipier, on va derrière. On ouais, explose voilà, derrière. tout coéquipier lambda se range et merci et au revoir. Mais lui, il est encore là. Enfin, il était dans une sacrée journée, Van Wilder. Mais il confirme aussi son potentiel, Ilan Van Wilder, et il sera vraiment hyper précieux au Giro. Mais il était derrière. Euh, C'était la pépite derrière Evenpool chez les espoirs aussi. Faut pas l'oublier. Ça, c'était le deuxième en, gars souvent. Sur toutes les en, petites juni- courses. ouais, ouais, en junior, il était. Mm. On a beaucoup parlé de Remco, évidemment, qui faisait ses shows en junior en foutant des 5-7 minutes à tout le monde, à la concurrence dans la catégorie junior. Mais Ilan Van Wilder était le deuxième gars. Si Remco n'avait pas été là, c'était lui peut-être la pépite belge. Il faut pas l'oublier. C'est quand même un énorme potentiel à la base. Et Ouais, voilà, il peut briller comme Remco sur le même type de profil. Il roule bien, il a un bon punch, il est explosif et il grimpe bien. Il a un peu le même profil que Evenpool en fait, en un Ouais, peu et puis moins il est fort. assez, c'est il était ça. mis en avant dans la série de l'équipe. Ilan Van Wilder a été mis en avant dans la série. Je sais pas si tout le monde a pu la regarder. Je crois que c'était sur Apple ou je sais plus Apple TV ou autre. Il Non, est bien mis Prime. en Prime. Merci beaucoup Thib, Prime. Et il est bien mis en avant de cette manière-là, comme on vous le décrivait. C'était un petit peu le coureur derrière Remco Evenepoel, mais qui a un immense Exactement. talent. Mais ce qui est intéressant, James, c'est que tout à l'heure, tu as parlé de Jan Tratnik. Et en fait, Tib, la semaine dernière, quand on parlait un petit peu des prédictions, des prévisions et des projections sur la course, Tib nous avait parlé potentiellement la Jumbo-Visma, course de mouvement, et je crois en Jan Tratnik. On l'a vu à l'attaque, Tib. Bon, il a navigué à 1 minute devant Remco Evenepoel et son équipe Sodal Quickstep. C'est pas allé plus loin. Ça a été un petit peu un feu de paille. Oui, mais bon, enfin, c'était après, entendu, quand tu pars de si loin que t'es pas accompagné, tu ne peux absolument rien faire. Et c'est un peu la C'était résignation. bien joué, par contre. De quoi? C'était bien Oui, joué. oui, C'était bien oui. joué. Puis clairement, ça envoie aussi, si Primoz Roglic n'est pas là, ça envoie un petit message aussi à Remco Evenepoel. Jan Tratnik est prêt pour le Giro pour épauler Primoz Roglic. Attends-toi à ce que Roglic lui aussi soit prêt. Donc mine de rien, le match a commencé par des éléments interposés. Mais pour revenir à ce que disait après James sur cette résignation de la deuxième place, il y a aussi un deuxième élément à prendre en compte et malheureusement qui va peser sur la balance et qui va aussi favoriser ces surdominations. C'est ce classement UCI avec ses montées-descentes et les points comptent. J'ai fait un autre space avec les pompes prono et il y avait Kevin Le Danois qui nous le disait et que oui, bah maintenant les équipes aussi s'adaptent et leur message c'est si vous ne pouvez pas lutter, luttez pour les points, pour ces deuxièmes places parce que la première elle est inatteignable, mais il y a des points à aller chercher donc faites pas les cons. Et malheureusement, ça va aussi peser dans les stratégies de course et favoriser ces surhommes. James, tu voulais intervenir, James? Oui, oui, bah ça va dans la. Oui, je suis d'accord. On est déjà dans cette logique de points et clairement, Calmejane me disait samedi à la présentation que ça servait à quelque chose de rouler pour un accessite. Il y a voilà, il y a pas de honte de rouler pour une troisième place. Ça reste un bon résultat. Et paradoxalement, il y a encore énormément de points UCI derrière. Troisième place sur un monument comme Liège. Ça fait énormément de points. Alors, je connais pas le barème par cœur, mais ça fait beaucoup de points. C'est pas dégueulasse de faire troisième en termes de points UCI. Non, c'est excellent. Mais ça veut dire que Donc, James, quand on entend un petit peu ton propos et qu'on l'intègre et qu'on le réfléchit un petit peu, eh bien on se dit, ok, ça va devenir assez légitime ou assez classique d'avoir des courses où les grandes stars, ok, bah faites le show devant, accélérez, faites-vous la bagarre et tout. ouais, Et puis nous, avec nos armes, nos équipes, nos coéquipiers, c'est ça. on va essayer de sécuriser les accès-sites et on peut comme ça avoir une course, comme on appelait par le passé, une fameuse course à 2 vitesses ou à 2 étages en tous les cas si on parle uniquement du sportif. Après, je suis pas sûr, moi, personnellement, que ce soit incompatible les deux. C'est pas parce qu'on court pour la victoire qu'on ne court pas pour les points et les accessites.
je prends l'exemple de Pedersen sur le Ronde qui est parti à 100 bornes, et d'ailleurs c'est ce qui a un peu Oh, manqué ouais, sur ouais. Bastogne-Liège. Voilà, il a osé prendre le bon coup avec d'autres gars, et au final ça a failli marcher. Il n'a pas gagné, mais il est resté bien positionné. On voit d'ailleurs sur Liège-Bastogne-Liège que Velasco, qui est parti dans l'échappée matinale, finit 19e, donc lui aussi il marque des points pour Astana. Voilà, en étant parti dans l'échappée matinale, donc finalement en prenant des risques aussi, on gagne. Donc je suis pas sûr que le fait d'être sur la défensive et de viser la troisième place ou de base pour la troisième place, ce soit une garantie de succès non plus. Voilà, il fait qu'attaquer dans tous les sens et au final, il est troisième, quatrième. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire que finalement, prendre des risques pour essayer de gagner, c'est aussi prendre des chances de faire des bonnes places au final. Mais il y a un jour où ça va marcher. Hein. En partant de loin, il y a un coup ça va marcher. Voilà. Un jour ça passera. Un jour ça passera. Tratnik, C'est pas passé loin. Tratnik, C'est pas passé loin au Ronde. Hein. Faut vraiment Non, se non. dire que pas ok, passé Poggi loin. a gagné, mais il y avait quelque chose à faire. Hein. Mais là, Et je pense que si avec Trantnik, il y a un beau groupe avec genre un deuxième jumbo style Valter, un Madouas, des mecs comme ça qui prennent la poudre d'escampette, et surtout que des gars comme Mas ou Landa sont pas malades, voilà, et qui partent de loin dans un mouvement de loin, je pense que Quick-Step aurait vite perdu ses hommes un par un, parce qu'ils étaient quand même plus beaucoup dans le final. Remco a dû partir loin parce qu'il avait usé tout le monde. Mais oui. Voilà, ça pouvait, une minute d'avance, ça pouvait être vraiment intéressant, quoi. Mais le problème de cette course ici à Liège, c'est qu'elle fait peur. Hein. C'est tellement difficile que on se dit, voilà, cramer une cartouche aussi loin de l'arrivée avec tout ce qui reste encore comme dénivelé, c'est ça qui se passe en fait. Hein. C'est pour ça que Kraknik, il n'y a personne qui le suit, c'est que les gars, on se disent, ouais, mais attends, t'as vu ce qui reste encore au menu, je vais encore me farcir la Redoute, c'est un nouveau final, donc je sais pas comment je vais le digérer, C'est etc. pareil au Alors, Ronde. tu vois. Ah mais le Ronde, c'est quand même, c'est pas le même type de course, c'est pas les mêmes types de difficultés, tu vois. Je dis pas que c'est plus facile. C'est des mini sprints, tu vois. C'est des trucs plus courts, plus intenses. C'est la répétition des mini sprints qui fait que tu exploses à la fin. Là, c'est quand même des côtes un peu plus longues. un peu plus longues. mais les gars, avec cette Redoute qui est interminable, James, plus le reste, la James, Rochefoucauld. c'est vrai, là, si on fait juste la part, si on met juste de côté le parcours, parce qu'on connaît année après année, et j'aimerais bien avoir l'avis de Thib là-dessus, on s'est pas mal moqué sur les spaces précédents. Alors moqué, non, on s'est pas moqué, on a fait un constat sur les spaces précédents, de la faillite totale de la Soudal Quick-Step sur les classiques flandriennes. Là, hier, on a vraiment... Voilà, c'est un petit peu la même équipe qu'il y avait sur la Vuelta qui a fait gagner Remco Evenepoel en 2022, avec les Van Wilder, les Peter Seri, Verbeek, etc. On a vraiment, et Julien Lafilippe au passage, on a vraiment l'impression que c'est ce socle solide autour de Remco qui constitue l'équipe gagnante sur les classiques, mais également tout au long de la saison. Cette équipe Soudal Quick-Step, elle perf et elle est efficace comme ça. Hier, ils ont été assez impérial, la Soudal Quick-Step. Oui, ils ont été impériales parce qu'ils ont fait corps derrière leur homme d'exception. Aujourd'hui, maintenant, si tu veux battre les membres du Big Six, faut que tu aies leur talent. Et malheureusement, il y a très peu de coureurs qui peuvent rivaliser avec Pogacar. Ils sont au nombre de 5. Donc c'est compliqué. Les Soudal Quick-Step bénéficient de cette présence de Remco Evenepoel. Et on peut espérer tout le bien pour Alaphilippe. Le fait est que malheureusement, il ne joue pas dans la même cour qu'eux et que si tu dois miser sur un homme, ce sera forcément sur Remco Evenepoel. Ils l'ont très bien fait et ben ils mettent la balle au fond. Ils mettent la balle au fond et Remco Evenepoel par derrière, lui, est-ce qu'il redore ou pas le blason de Liège-Bastogne-Liège? On a souvent décrié un peu Liège-Bastogne-Liège comme étant une course de côte qui se résumait à Saint-Nicolas et on voulait revoir la côte de la Redoute jouer un rôle et maintenant qu'on la revoit 2 années consécutives rejouer un rôle, on se dit putain mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais après, ce qui est drôle, Thib, sur cette course hier, c'est que tout le monde savait, tout le monde le disait, et même les interviews d'après-course, c'était évident. On connaissait le plan de la Soudal Quick-Step, on connaissait le plan de Remco Evenepoel, que Poggi soit là, que Pogacar soit là ou ne soit pas là, on a l'impression que le plan était le même.
Et on en revient au concept de frustration qu'expliquait James, c'est-à-dire que aucune équipe essaye de contrecarrer, aucun coureur essaye d'aller enrayer la machine. C'était du tout cuit. On dirait qu'ils ont eu toutes les possibilités pour mettre en place leur tactique. Les autres, que nenni. C'est quand même fou à voir ça, Thib. Ouais, mais bon, le problème, c'est que déjà, c'est un Liège-Bastogne-Liège qui s'est couru aussi très vite, hein. Ça reste la troisième Bien sûr, ça meilleure édition. c'est évident, Donc bien sûr. c'est déjà compliqué de sortir. Après, faut remettre en perspective. Liège-Bastogne-Liège, c'est une course vallonnée, mais c'est un dénivelé positif total qui est équivalent à une étape de montagne. Donc faut pouvoir le digérer. C'est compliqué. Vouloir user des cartouches si loin. Ça paraît suicidaire, d'autant plus que quand t'as un collectif derrière toi qui roule, ça paraît compliqué. Et puis, enfin, dès ce moment-là, on s'est dit, bon bah, ça va rouler, aller jusqu'à la Redoute, et puis Remco va planter son attaque, et après, ce sera advienne que pourra. Et malheureusement, c'était le schéma prévisible, c'est le schéma qu'on a vu, et c'est ce qui s'est passé. Après, on en revient toujours à la même chose, c'est que la concurrence n'était pas assez forte pour Remco Evenepoel, donc le suspense ou autre était forcément moins important parce que voilà, le niveau de la concurrence n'était pas au top. Enfin, on n'a plus de gars, on n'a plus de gros punchers en fait, concrètement actuellement. On n'a plus de spécialistes des Ardennaises qui sont capables de rivaliser. Remco, c'est pas un spécialiste des Ardennais à la base, c'est un coureur par étapes qui vient sur les Ardennaises et qui est évidemment capable de gagner parce qu'il est capable de gagner à peu près partout. Mais Pogacar, c'est la même chose. C'est que des gars comme ça, en fait, qui ont un niveau énorme. Le seul puncher qui restait grand puncher, bah, c'était Valverde qui a pris sa retraite. Et encore lui, c'était un peu le même cas que Pogacar et autres. Alaphilippe, qui a plus le même niveau qu'avant. Et globalement, on est dans un trou. Donc, on est dans un trou où il manque des punchers capables de rivaliser. Et c'est les coureurs par étapes qui ont pris, en fait, c'est les coureurs par étapes actuellement qui sont capables de gagner sur les courses d'un jour et sur les Mais après, grands tours. Titouan, je comprends parfaitement. Et effectivement, nous, on est bien placés pour dire pourquoi il se passe pas ci, pourquoi il se passe pas ça. Effectivement, on n'est pas en train de rouler et de se taper des monuments à 40 km/h. Ça, c'est clair. Mais juste, on a connu les tours cadenassés de l'US Postal, les tours cadenassés de la Sky. Mais tu vois, on peut se dire potentiellement sur la course d'un jour, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas le va-tout? Pourquoi on n'y va pas un petit peu plus franco? Pourquoi est-ce qu'on calcule un tout petit peu moins, sachant que la course se termine le soir? À la différence d'un grand tour où, effectivement, si tu fais le marmot pendant 2 ou 3 étapes, tu vas complètement te griller pour le reste des 3 semaines. Voilà, c'est plus l'idée de se dire Parce que tentons ces gars-là, davantage. j'avais juste pas le niveau pour le faire. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on dit ça du coup sur chaque épreuve où Remco, Pogacar se présentent avec leurs équipes et c'est un petit peu l'argument. Mais là c'est même pas ça. C'est que Pogacar, par exemple, au début d'année, Mas a rivalisé avec lui. Landa a été très impressionnant. Landa, il était malade. Mas était le malade. On parle quand même d'une course Liège-Bastogne-Liège, qui est quand même assez favorable aux grimpeurs. Des grimpeurs peuvent très bien performer ce genre de course. Et en fait, il y avait plein de mecs qui n'étaient pas là, qui ne pouvaient pas être là. Vingegaard n'était pas là non plus. Roglic n'était pas là non plus. En fait, il manquait énormément de monde. Quand on voit que c'est Buitrago qui fait 3e, que c'est Eli qui fait 4 alors qu'il débute à peine vraiment dans les grosses courses, on se rend compte quand même que en termes de palmarès, on est loin de l'époque où tu avais Valverde 1, Schleck 2, Frank Schleck 3, Rebellin 4, je sais pas, Gilbert 5. Enfin, on est loin de cette période-là. Là, on est dans une période vraiment avec une densité plus faible parce qu'on est dans un trou. Mais je suis persuadé que d'ici 2 ans, voilà, ce sera plus la même chose. Je pense que les Hailey, il y a plein d'autres coureurs comme ça, les Romain Grégoire vont arriver. Simplement, là, on a une génération de coureurs de 24-25 ans qui est en pleine bourre, en pleine évolution. Il faut juste laisser le temps à la nouvelle génération de continuer à venir. Mais voilà, la génération des trentenaires, elle est juste un petit peu. Ouais, bien sûr, Titouan. Mais là, après, c'est juste sur ce postulat-là. C'est vrai qu'on donne un petit peu raison à James qui disait oui, de toute façon, il y a toujours quelque chose. Effectivement, il y a un coureur qui tombe malade, oui, il y a un coureur qui est blessé, un coureur qui est pas là, sachant que ça arrivait à Pogacar, donc l'exemple est mauvais, mais eux, ils arrivent à passer on les prend pas les malades, à travers les gouttes, ils sont toujours au top tout le temps. Même si on ne prend pas les malades, c'est juste qu'actuellement la concurrence elle n'est pas au niveau, mais je suis persuadé que d'ici 2 ans, il y a des gars qui vont progresser, comme Ili, comme d'autres, et qui seront là pour les concurrencer dans 2-3 ans. Mais là, actuellement, on n'a pas de puncher capable de rivaliser. On va demander à Sans Oreillette son avis sur Liège-Bastogne-Liège qui s'est déroulé hier. Salut Sans Oreillette, bienvenue. Salut à tous, bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, pleine forme. Merci de ta patience, on t'a fait attendre un petit peu. Écoute, l'antenne est à toi. N'hésite pas à aller chatouiller Titouan ou James.
Non, j'ai personne à chatouiller. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur l'équipe Quick Step. Vous avez dit qu'elle a fait la course parfaite. C'est vrai qu'on se doutait qu'au final que Remco allait partir dans la redoute, donc ils ont tout fait en sorte. Mais la course a quand même été facile pour eux en deux sens, c'est que personne n'a essayé de les déstabiliser, donc ils ont pu dérouler leur plan jusqu'au dernier moment. Et deuxième facteur qui a fait que que leur course a été facilitée, c'est aussi que Remco était vraiment en fait une jambe au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin de faire une course parfaite. Et il y a même un moment où je sais pas si vous avez ressenti pareil, mais on se dit, ils ont peut-être même raté leur course quand Van Wilder il veut s'écarter dans les 300 derniers mètres de la redoute. Il regarde Remco et Remco il part pas. Et là on se dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas tout perdu? Ils n'ont pas leur leader enfin ils ont plus d'équipier et leur leader qui est livré à lui-même. S'il n'est pas dans un grand jour, bon, au final il s'est avéré être dans un grand jour, donc il a été imbattable. Mais voilà, c'est juste pour relativiser un peu cette performance d'équipe qui au final était enfin, parfaite vu le scénario, mais elle a quand même été mise dans des conditions, personne les a dérangés, et Remco était vraiment aussi une jambe au-dessus du lot, quoi. Tip, t'es d'accord avec ça? Moyennement, parce que on les a vus quand même embrayer. Il y a eu quelques attaques et on a vu déjà le collectif des Stokeux qui était bien moindre avant la redoute. Donc on s'est dit oula, attention, ils sont en train de cramer beaucoup de cartouches. Et est-ce que à la redoute ça va pas être compliqué? Est-ce que bien avant Remco ne va pas être esselé? Au final, ils ont été bien organisé, le collectif a été fort autour de lui, et puis faut quand même rappeler que dans la redoute, Remco, il s'est calmé, il a chassé de la roue, mais il devait attaquer bien plus tôt, et techniquement, son coup en solitaire aurait dû se résumer dès le sommet de la redoute, donc il a failli nous tuer la course bien avant ce qu'on a vu dans le Cornémont. Et puis il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est que c'est évident que si Quickstep a roulé comme ça, c'est aussi parce que Remco leur disait tout au long de la course qu'il était très bien. Ils auraient probablement pas durci la course de cette manière-là si Remco avait sentait que ses jambes n'étaient pas aussi bonnes que prévu. Là, ils ont respecté le plan à la lettre, et le plan à la lettre, c'était si Remco a les jambes qu'il faut, et il avait les jambes qu'il faut. Donc le plan était parfait par rapport à ce Remco-là qui était une jambe au-dessus des autres. Est-ce que, Titouan, tu penses que, alors ça, là on va un petit peu dans la fiction, mais Pogacar aurait eu une tactique de course un petit peu différente, pas forcément un temps de la redoute, pour aller contrecarrer les plans de la Soudal Quick-Step et offrir un autre schéma de course et une autre finalité, enfin une autre conclusion de la course finalement? Alors je pense que Pogacar aurait aussi attendu la redoute, mais peut-être pas la fin. Voilà. Moi, je pense que Pogacar aurait voulu surprendre Quick-Step, donc il aurait probablement attaqué dès le pied de la redoute, mais je pense pas qu'il aurait attaqué avant non plus, parce que c'était de toute façon suicidaire, et que le meilleur endroit pour faire des différences vu les pourcentages, c'était quand même la redoute, ou de moins créer une première sélection avec Evenepoel. Donc, mais voilà, l'objectif, je pense que ça aurait été dans la redoute, c'est de lâcher vite Van Wilder et ses autres coéquipiers pour isoler Evenepoel, et après, voilà, faire un match à la pédale, quoi, on va dire. Mais je suis pas sûr. Je pense que Pogacar était peut-être. Enfin, pour moi, nous, on avait joué. On était un des rares sur notre prono là à avoir mis Remco Evenepoel. Donc, on voyait Remco battre Pogacar. Bon, on sait pas, on saura jamais. Mais du coup, voilà, on reste dans ce postulat-là que Remco aurait battu Pogacar. James, tout à l'heure, tu parlais de Thomas Pidcock, effectivement, qui aurait été lâché comme un cadet ou comme un amateur. Tom Pidcock, Tom Pidcock commence à accumuler pas mal de podiums, Liège-Bastogne-Liège, 2 fois sur l'Amstel, à travers la Flandre, Kurn-Bruxelles-Kurn. À un moment donné, il va avoir ce petit step-up, ce petit jump pour passer à l'étage supérieur et conclure finalement ou pas? Normalement, oui. Normalement, oui. Parfois, on peut avoir un petit doute le concernant, mais bon, avec Pidcock, on est au niveau intermédiaire entre les Galacticos, là, on va les appeler comme ça, et le reste. Il est entre les deux, là. Parfois, il redevient humain, parfois, il est un peu au-dessus de la mêlée. Voilà. Il navigue dans cette catégorie il est un peu tout seul, là, dans cette catégorie-là, j'ai envie de dire. Il n'est pas encore au niveau des Poggi et des Remco, mais il est déjà au-dessus des autres. Je discutais avec son coach après la course, son coach qui est sur DS, Kurt Bogarts. Il me dit, ouais, voilà, on est sur un bon schéma, on progresse. C'est sûr que par rapport à Remco aujourd'hui, c'était trop court. Il lui a manqué un effort.
un effort et il pouvait faire la course avec, en fait. Parce que quand on voit comment il retrouve un peu ses sensations dans la Roche au Faucon, finalement, c'est juste un effort de trop où il a peu pété, qui fait en sorte qu'il perd la course. Mais bon, voilà, c'est un effort où il prend vite 30 secondes, hein, parce que franchement, c'est pas juste lâcher 5 mètres, c'est vraiment complètement explosé sous l'impulsion d'un Remco Evenepoel qui, dans la côte de Cornémont, trouvait une côte vraiment à sa convenance. Hein. On parlait de plan de tactique. La tactique, c'était vraiment de démarrer, j'essaie d'un peu de rectifier un peu ce qui a été dit. Le plan, c'était attaquer dans la deuxième partie de la Redoute, voir ce qui reste, et puis dans la côte de Cornémont, qui est une côte hyper roulante, où Remco peut y aller vraiment avec sa puissance. Mais alors là, tous les démonter dans Cornémont, et c'est là qu'il a fait voilà, il a suivi son plan à la lettre, pas besoin d'avoir un plan B. Euh, et là, Pidcock, il a dû rendre les armes parce que dans une côte de Cornémont qui n'est pas très difficile en soi, mais qui intervient juste 1 kilomètre après la Redoute. Là, Remco, il peut se faire juste plaisir, quoi. C'est parfait pour lui, quoi. C'est une côte pour Remco, Cornémont. On parlait de ce nouveau final. Est-ce que ça va apporter quoi que ce soit? Bah, quand on voit le profil des côtes, je me disais, mais Cornémont, mais là, il va se régaler, le Remco. Ça lui convient beaucoup mieux encore que la Redoute, quoi. Tib, une petite question sur, puisque c'est du cyclisme fiction ou autre, hein, mais on a souvent parlé de ces coalitions sur les grands tours, quand il y avait l'hégémonie de certaines équipes. Une coalition Ineos, Bahreïn, Jumbo-Visma sur des schémas de course comme hier, c'est quelque chose qui est envisageable ou là on délire complètement et c'est absolument pas la clé et le fonctionnement du cyclisme moderne. Je pense que ça restera de la fiction que tu aimerais bien, mais je vois pas vraiment de coalition possible, hormis entre les monstres eux-mêmes. Ouais, pour aller se faire la course devant, comme on le disait tout à l'heure. James Titouan, Tib, il y a un point qui serait intéressant à savoir et à connaître, c'est vous sur l'ensemble des classiques, qu'elles soient ardennaises, qu'elles soient flandriennes, c'est laquelle que vous retiendriez, pardon, pour différentes raisons, hein, parce que c'est le coureur que vous avez apprécié qui a gagné, c'est le schéma de course ou autre. James, si on débute par toi, ce serait quoi la classique ou le monument que tu mettrais en avant? Allez, je vais être gourmand, j'en prendrai deux pour la même raison, c'est-à-dire Roubaix et Liège. Pourquoi? Parce que dans les deux classiques, la fatalité nous a empêché de vivre un duel jusqu'au bout. Alors sur Roubaix, c'est une crevaison de Wout qui nous a privés du duel sur le Vélodrome qu'on aurait tous rêvé. Et là, c'est une chute de Poggi. C'est-à-dire qu'en fait, pour contrecarrer les Galacticos, il n'y a qu'un seul élément qui est encore au-dessus d'eux, c'est ça. C'est ces éléments extérieurs au vélo qui restent encore plus forts. C'est ça que j'ai envie de retenir au final de ces classiques. Ils sont au-dessus du lot, mais il y a encore ça qui peut encore faire en sorte de les contrecarrer. Ou sinon, bah, ce sont des super héros, quoi, tout simplement. Titouan, pour toi, ce serait lesquels ou laquelle? Bah, le ronde parce que voilà, Pogacar qui va battre les meilleurs Flandriens sur leur terrain, c'est quand même quelque chose d'assez unique qu'on verra pas souvent. Il y a peu de gars qui avaient la capacité de faire un top 10 sur le ronde en étant des coureurs par étapes. J'en voyais qu'un avant, bah, c'était Valverde qui a fait son top 10 à 38 ans. Mais sinon, voilà, il y a peu de gars qui sont capables de le faire. On disait Nibali, mais Nibali il s'est jamais aventuré, donc on saura jamais. Mais voilà, Pogacar, lui, il y est venu et il a gagné. Et voilà, je trouve ça complètement incroyable. Donc, s'il n'y en avait qu'une, je retiendrais évidemment le Ronde van Vlaanderen. Et je partage l'avis aussi de James sur la fatalité. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai clair, que c'est clair, voilà, le sort et le hasard complètement. restent toujours un élément incontournable du sport en général et du cyclisme. Et on le voit avec Pogacar, hein, on parlait de sa victoire sur le Tour de France, etc. Cette année, il allait récupérer son trophée et là, sa chute, elle peut presque annihiler ses chances de gagner le Tour. Donc voilà, on ne sait jamais. Bernal, on lui annonçait qu'il allait tout cartonner et puis il a fait une énorme chute et au final, il est quasiment plus du tout dans le coup pour regagner un grand tour un jour. Donc voilà, le sort, hein, le hasard
a quand même un rôle incroyable Ouais, dans tout ça. complètement, et tu as vraiment raison de le rappeler, Titouan et James. Effectivement, la fatalité peut, et encore plus dans le cyclisme, peut jouer largement son rôle. Moi, les gars, je vais vous Ouais, laisser. En et tout cas, faut que j'y aille. bon entraînement de Merci foot, à hein, tous Titouan. pour l'invitation. Ouais, Allez, bon Merci. courage, ciao, Merci. ciao. Salut. Juste avant de donner la parole à Colin, Thib, pour toi, c'est quoi la course d'un jour que tu retiendrais sur ces 2 mois qui viennent de se dérouler, de se découler? bah, celle où on s'est le moins ennuyé, qui a eu droit à son lot de dramaturgie et de ce que le vélo nous apporte de tout, avec toutes ces impondérables. Et au-delà de ça, on a été tenu en haleine de bout en bout. On a eu un vainqueur qui n'était pas forcément surprise vu que c'est celui que je voyais gagner, mais c'était pas celui que je voulais voir gagner. C'était aussi le Ouais. Ronde, hein. Le Ronde nous a promis un spectacle à la hauteur de l'événement. Ça reste la plus belle des Flandriennes, même si le cœur parle pour Roubaix, celle où il y a le plus de spectacles, ça reste le Ronde van Vlaanderen. Colin, juste avant d'évoquer Liège-Bastogne-Liège, Colin, bienvenue, bonsoir. Tu retiendrais quel classique, toi, ou quel monument sur ce début de saison? Salut les gars, salut à tous. Bon, attention, ça peut couper à tout moment. Là, je suis à l'aéroport, du coup, c'est un peu compliqué, mais ça devrait bien se passer. Tu peux répéter la question, C'était s'il te plaît? quelle course ou quel monument tu ressortirais sur l'ensemble de ces classiques flandriennes ou ardennaises? Laquelle tu retiendrais? Ouais, pour ce que disait la Tib, pour le côté un peu spectacle, le Tour des Flandres. Après, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Milan-San Remo. Je sais, c'est la course la plus chiante du monde. On se fait chier pendant 4 heures, 5 heures, et derrière, il y a 20 minutes de folie. Et du coup, en fait, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et voilà, juste la montée du Poggio, la descente et l'arrivée. Un petit coup de cœur pour Milan-San Remo quand même, avec un beau vainqueur. Mais après, pour le plaisir, entre guillemets, de suivre la course, le Tour des Flandres, je pense pour les amateurs purs de vélo, ça a été la course la plus plaisante. Un Roubaix aussi, même si Roubaix, on n'a pas eu ce qu'on voulait sur la fin. On est resté un petit peu sur notre fin avec une crevaison. Donc ouais, je dirais un Ronde. Ok, Milan-San Remo et le Ronde. Colin, on a connu la Jajamania, on a connu la Veuclair-Mania. Maintenant, on a le Remco Show. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, hier de la course de Liège-Bastogne-Liège, le dénouement, le déroulé? Comment tu as vécu ça? Bon, les gars, on va pas se mentir. Moi, je vais être totalement franc, je me suis emmerdé comme pas possible. En fait, j'étais totalement blasé. Nous, on était sur le plateau, on a appris l'abandon de Pogačar. Ça faisait 2 minutes qu'on avait commencé le plateau. Donc, en fait, on a tout simplement balancé à la poubelle tout ce qu'on avait préparé. Et là, j'ai vu dans le visage, dans le sourire de Philippe Gilbert, de David Moncoutier, de Audrey Cordon-Rago, ils se sont décomposés parce qu'on est tous revenus aux mêmes fêtes, en fait, en se disant, en fait, on sait qui va gagner, même si on est à 115 km de l'arrivée. Maintenant, on veut juste savoir qui va faire 2, qui va faire 3. Et pour moi, à ce moment-là, du moment où j'ai la news qui est tombée, Pogačar abandonne, la course, elle avait perdu tout intérêt. Je grossis un peu le trait, mais vraiment, c'est ça. Et derrière, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je me suis remotivé en me disant, ça va être une course de mouvement. Les mecs, ils vont savoir qu'il en manque un. Il y a une place à prendre. Ça va changer la physionomie de la course. Je me suis menti à moi-même. Et je vais pas vous mentir, moi je me suis ennuyé. Je savais que Pogačar allait attaquer, que Remco allait attaquer dans la Redoute, que personne allait pouvoir le suivre. Et puis derrière, c'est juste ça. Donc en fait, vu que c'était prévisible, j'ai vraiment pas pris de plaisir à suivre la course. Ok, bon très clair. C'est-à-dire il a fallu broder à l'antenne et essayer de garder la hype pour vendre correctement la course sur Eurosport du coup. Ouais, c'est chaud. Puis surtout quand t'as un Philippe Gilbert qui est le gamin de la maison quand même. On est passé c'est l'enfant des Lucs. Ouais, exactement. Et puis lui, pareil, te dit, pourtant il est belge, pourtant il est plus Team Remco que Tadej. Ça lui a en off, il te dit, ça lui enlève tout le piquant de la course. Et là, c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, on l'attendait vraiment, on le voulait cet affrontement. On l'a pas eu, on l'aura pas avant, je pense, très longtemps. Peut-être même qu'on l'aura pas cette année, on sait pas. Ils sont prévus sur les mondiaux, mais on parlait des aléas de la course, du sport, on est totalement dedans. Et puis moi, j'ai peur que l'année prochaine, on n'ait pas un affrontement non plus à la régulière sur un grand tour, parce que je vois quand même bien un Tadej Pogačar filer sur un Tour d'Italie depuis le temps qu'il en parle, et un Remco filer sur le Tour de France depuis le temps qu'il en parle, donc ils vont peut-être se croiser. Destin croisé, effectivement.
Bah ouais. Complètement. Mais merci beaucoup, Colin, pour ce petit coucou. Bah merci, je vais Ouais, prendre l'avion, tu les vas gars, où moi. du coup? Je rentre à la maison, Ah, là. Vous avez pas regardé Bistro Vélo à 18h, mais comment ça? nous, on fait toujours la récup après le space de Bistro Vélo. Voilà, ok. Bah écoute, Bistro Vélo, enregistrement, et puis là, direction la Avec maison. Geoffrey Soupe, c'est ça? Ouais, Geoffrey, qui était un très très bon client. Je vous invite tous à regarder. Franchement, c'était Bon, très et sympa. ben ça part en replay dès ce soir, alors pas de souci pour ça. Ouais, merci Merci les Colin et gars, bon ciao ciao. vol. Tib, j'avais une question pour toi. Elle peut être uniquement posée à toi, celle-ci, parce que tu vas avoir la vue d'ensemble par rapport à ça. Est-ce qu'on a une corrélation cette année des résultats et des coureurs qui ont performé sur Liège-Bastogne-Liège? Est-ce qu'on a une corrélation entre des coureurs qui ont performé sur l'Amstel, d'autres sur la Flèche, et on a retrouvé cette bonne forme et cette performance sur Liège-Bastogne-Liège? Bah, dans l'ensemble, oui et non. Enfin, c'est comme chaque année, hein. T'as toujours des coureurs, des grimpeurs qui sont en, en préparation pour le Giro et qui vont être là et être présents. Et t'as après ces coureurs qui se sont déjà illustrés sur que ce soit sur l'Amstel et sur la flèche wallonne qui vont te faire une bonne place sur Liège-Bastogne-Liège, hein. Tu peux citer des Ben Illy, des Tom Pidcock. Ça reste des Skelmose, coureurs hein, qui a été largement présent aussi. Esquelmoseux, ouais. Esquelmoseux qui se sont montrés. Donc oui, il y a toujours cette petite corrélation, même si tu mettrais quand même en surprise des coureurs ont fait le Tour des Alpes et qui se sont illustrés comme Buitrago. Et là, c'est peut-être un peu plus surprenant parce que c'est pas tant l'habitude que ça. Merci pour ça, Thib. Juste avant de terminer, hein, j'aimerais bien avoir ton avis sur le Tour des Alpes parce qu'il faisait partie de tes flops et je pense qu'on est assez raccord sur le déroulé de cette course. James, une petite question. Toi qui as visité un petit peu les paddocks, qui a tendu un petit peu ton micro, est-ce que Benilly a le vent en poupe en ce moment dans les zones de départ et les zones d'arrivée? De plus en De plus en plus. plus? Oui, c'est un petit peu, ouais, un petit peu. Bah oui, c'est un peu le. Après, c'est ça. Il a un petit look de rockstar hein, avec ses cheveux là. Donc il est bon client. Hein, c'est un petit peu la. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le tube de ces classiques en fait. On a le tube de l'été. Ben là, on a le tube des classiques. C'est Benelli. Ouais, ouais, non, sympa. C'était sympa. Voilà. Petite découverte. De ces classiques. C'était sympa, vraiment ouais, une belle surprise. On l'attendait pas à ce niveau-là, franchement. Mais voilà. Après, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est juste un phénomène de mode pour ces classiques? J'en sais rien. On verra bien. À lui de faire en sorte de continuer de la sorte, Bah, hein, tout si quelqu'un simplement. y croit, c'est Tib. Hein. De mémoire, Tib en Benelli, t'y crois beaucoup et il est sur cette pente ascendante qui fonctionne bien pour toi, Tib. Oui, bah, il reste sur une pente logique. C'est pas non plus quelqu'un qui débarque de nulle Complètement. part. Chez les amateurs, c'est un vainqueur de course par étapes, Tour de l'Avenir, le Baby Giro. Il me semble qu'il a aussi été vainqueur sur la Ronde de Lissard. Donc Mhm. c'est pas des petites victoires. Non, non, Euh, bien sûr, bien sûr. Mais le voir à ce niveau-là, à ce tout de niveau-là, suite, oui. là, ouais, c'est à ce niveau-là, la jouer, presque la gagne, c'est quand même une belle surprise. Il a passé deux caps là. Mais c'est bien pour lui, Oui. hein, c'est bien pour lui. Tant mieux pour Ah, IF, c'est cool, hein, c'est les bien. marches, il les a enjambées. Ça Il les a reste. enjambés sévères, ouais. Il Il y a. faudra maintenant, il va devoir s'acheter un sprint parce que là, c'est un Ouais. petit peu, c'est pas un point faible qu'il a, c'est un handicap, hein. Et être un petit peu plus intelligent dans ses gestions de Ouais, mais ça, course. c'est justement, ça fait son charme, justement. C'est ça qui fait qu'il est apprécié. Il roule un peu n'importe comment. Ça fait plaisir, un coureur qui calcule pas, qui fait un peu n'importe quoi dans ce truc où tout le monde, justement, a peur ou est résigné ou quoi que ce soit. Voilà, on a un coureur, justement, voilà, qui court un peu aux sensations, qui court, ouais, peut-être un peu à l'envers parfois, mais ça fait du bien, quoi. Juste avant de clôturer ce space, merci hein, James pour les offs sur Benelli au sein du paddock et au sein du peloton. Tib, le Tour des Alpes, qui était dans tes flops, en quelques mots, pourquoi t'as pas kiffé cette course montagneuse en Autriche notamment? Ça t'a pas emballé?
Non, c'était pas emballant. On a vu bon une Ineos certes avec des points faibles, Geraint Thomas qui est pas au niveau, un Tim Arensman qui est en Ouais, deçà complètement, complètement. du niveau attendu. Mais au-delà de ça, les Grenadiers ont joué sur leur point fort, à savoir Tao Geoghegan et son sprint. Ils l'ont très bien fait. Ils ont parfaitement asphyxié la course quand il le fallait. Mais du côté des autres leaders, on a eu très peu de mouvements. Ça a soufflé tantôt le chaud, tantôt le froid du côté des Bora. On a eu que les IF qui ont tenté quelque chose avec Cepeda et encore. Et après, sur les deux dernières étapes, on pouvait s'attendre à mieux. On devait avoir mieux et on Mais le n'a pas eu statu quo mieux. sur les Donc deux dernières étapes, très clairement. ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas, il y a rien eu. Le seul intérêt de ces étapes, c'était de savoir si ça va au bout ou pas et qui gagnera à l'avant. Donc non, c'est décevant au C'est drôle possible. parce qu'il y a eu une étape, la deuxième, celle qui arrivait au Vélodrome. Ça fait écho à un sujet qu'on avait traité sur un space précédent il y a 2 ou 3 semaines, notamment avec Steve Chenel et toi-même. Tu sais, quand on revenait sur une étape du Tour de Catalogne, si ma mémoire est bonne, ou celle peut-être du Tour du Pays Basque, pardon, avec cette arrivée en descente. Cette fameuse arrivée de l'étape 2 dans le Vélodrome, avec un virage très serré pour rentrer sur l'anneau, alors qu'on aurait pu largement plus ouvrir l'accès au Vélodrome. Ça m'a fait un petit peu tilt et je me suis dit, oh là là, on fait encore une arrivée qui correspond pas forcément à la dangerosité du vélo. Et ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Tib et Steve il y a quelques semaines dans le Space. Je sais pas si tu l'as vu, cette arrivée, Tib. Bah, bien sûr que je l'ai vu et l'interrogation, elle est la même que pour les autres, les organisateurs, quand ils te font des finales comme ça, est-ce qu'ils ont de la merde ou pas dans les yeux? Parce que est-ce qu'ils se rendent compte de la dangerosité des merdes qui sont en train de nous pondre? Ça, j'ai vraiment pas la question et il est temps aussi de mettre un petit contrôle sur ce type de finale qui ne devrait absolument pas exister à ce niveau-là, ce niveau professionnel et même chez les amateurs, ce serait proprement scandaleux. Complètement, complètement. 20h09, on arrive au bout du timing, on a débordé un petit peu, mais on avait pas mal de choses à dire sur la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, etc. Tib, le programme de la semaine qui arrive, plutôt léger, la pression va retomber un petit peu. Course majeure World Tour, le Tour de Romandie notamment. Ouais, on a le Tour de Romandie. Bon, Bon, on a on va du beau voir ce monde. que Pinot, une belle équipe il y Ineos, a. les frères Yates, Il y a, Bardet. il y a du beau monde, mais c'est peut-être le parcours qui promet peut-être un peu moins de spectacle. Donc, est-ce que ça va être vraiment un Tour de Romandie excitant? Je suis pas certain dans l'absolu. Notamment parce que tu as un prologue, un chrono, une seule grosse arrivée au sommet et le reste, bah, tu peux penser raisonnablement qu'avec Ethan Hayter dans leur effectif, est-ce que les Ineos Grenadiers, ils vont pas contrôler pour lui et un peu annihiler des chances de spectacle, c'est aussi la possibilité. Donc, j'attends pas grand-chose de ce Tour de Romandie, moi, Bon, en tous les personnellement. cas, ça va être une semaine où on va pouvoir reprendre un tout petit peu notre souffle, un petit peu moins de pression, mais je doute pas que l'actu vélo soit hyper intense. James, tu vas suivre le Tour de Romandie avec intérêt ou pas? Ah, mais moi, je me réjouis du duel des Ethan Hayter, Ethan Vernon. Moi, ça me Ok. chauffe un peu. Non, ça va être cool. Non, ça va être chouette. Non, sinon, le Tour de Romandie, bah, c'est toujours la même chose. Quand c'est situé juste après Liège-Bastogne-Liège, tout le monde est un peu asphyxié de vélo. Bah, c'est l'épreuve par étape un peu, voilà, qui est mal placée. Voilà, c'est un peu l'épreuve aussi des seconds couteaux. Alors, cette année, le plateau est bien. Ça va, mais c'est pas non plus. Voilà, pas de quoi se rouler par terre, mais ça reste une épreuve sympathique à suivre. Elle est ce qu'elle est et voilà, sans la critiquer, elle a son charme comme ça, je trouve. De par le fait que c'est un peu de second rang, c'est pas la même hype que pour un Tour de Catalogne ou un Tour du Pays Basque ou un Paris-Nice ou un Tirreno, mais voilà, ça permet justement à un coureur de la seconde zone de s'illustrer et c'est peut-être l'avènement justement d'un Jorgensen ou un Kevin Vauquelin, hein, sait-on jamais, chers amis français, c'est peut-être votre chance pour gagner enfin une épreuve d'une semaine World Tour. Il y a moyen, hein, il y a de la Bon, James, place, hein, tu m'as peut-être. rabiboché avec l'épreuve. Du coup, tu viens de me créer un Ben petit voilà. intérêt là. Merci pour ça, James.
Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, James, de ta présence. Merci pour toutes ces infos et merci de les partager avec nous sur ce space. Donc, reviens avec grand plaisir quand tu le souhaites. Voilà. Merci encore pour l'intégralité de ces petites infos. Avec plaisir et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À très vite, James. Tib, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi l'actu de ta semaine? Sachant que nous, on se retrouve lundi prochain avec un programme un petit peu plus léger. C'est quoi l'actu de ta semaine concernant le cyclisme? Oh, bah, ça va être comme d'habitude, hein. On va se faire des petits Twitch sur les étapes du Tour de Romandie, puis on verra après pour se préparer pour Tout le doucement, on Giro. monte vers la pression monte pour le Giro. Ça va être assez sympa à suivre. Le duel Roglic-Evenepoel, qui va vraiment, je pense, tenir en haleine la communauté vélo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sans Oreillette qui est intervenu. Merci beaucoup à Colin Bourgeat. Merci beaucoup à James Titouan qui est de Vélo Futé, qui a dû partir au football, le Lyonnais de mémoire. Et puis Tib, merci encore pour ta lecture des courses, ta lecture des événements. Bonne fin de soirée à toi et puis on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci, allez, bonne Allez, ça soirée. marche. Ciao, ciao tout le monde et merci d'avoir été présent sur ce space. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao, ciao.